Retrouvez tous nos contenus sur YouTube et sur les différentes plateformes. Et si vous voulez nous soutenir, un petit like nous aide beaucoup. Click, click. This is your Kodak moment. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Beyond Oops. On continue notre petit tour d'horizon des prospects de la draft. Vous en avez pris l'habitude, tous les ans on a l'habitude de parler des différents prospects de la draft. Et cette année on vous a préparé un nouveau format autour des joueurs. Alors, je ne sais pas si c'est les joueurs préférés, mais les joueurs dont on a envie de parler. Et on passe un peu en revue nos différents scouts pour pouvoir voir quels sont les joueurs qui nous plaisent. Et aujourd'hui, on passe sur les joueurs de maths. Salut Matt, comment ça va? Bah, écoute, très bien, ça va très bien, en plein dans la draft, en plein dans la NCAA, la NBA, c'est un peu la période creuse et en plus, je trouve que cette année, bon, on l'a déjà dit dans le pod, mais il y a pas trop d'affiches, qui donnent envie donc c'est vrai que je crois que j'ai jamais autant regardé de NCAA que cette année. Ça fait un moment que je t'ai pas entendu parler des Sixers d'ailleurs. T'as lâché complet Ouais, ou ouais, c'est vrai, ben, pas hyper emballé, je t'avoue, ces derniers temps. Ouais, Pas hyper emballé. Dès qu'Embiid joue pas, de toute façon, cette équipe me donne pas trop envie, bah, en fait, tu sens que c'est vite limité, quoi. ouais, c'est un Donc peu la période ouais. creuse effectivement et puis effectivement vous êtes 6e là je crois de la Ouais, conférence Est, il me semble. franchement, ça bouge pas trop, j'ai envie de dire. J'ai un peu l'impression que le classement est un peu figé, sur ces places-là, même si Orlando est un peu revenu et Miami, mais j'ai l'impression que ça a pas tellement bougé, hein. Bah, il y a Ça Charlotte qui fait un gros push. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur Oui, Charlotte, il y a peu. On vous invite à aller la regarder, mais effectivement derrière ça bouge pas trop et je crois qu'il y a une petite marge en plus entre le 7 et le 6. Donc c'est ouais, possible c'est que ça. ça bouge guère plus et on est avec Paul. Salut Paul, comment ça va pour ce deuxième épisode des prospects? Bah écoute, en forme, hein. Il commence à faire 20 degrés là, donc on commence à plus sortir, c'est cool. Ouais, exactement, ça va permettre, de profiter un petit peu des beaux jours. Vous l'avez vu, on vous avait fait un premier épisode autour des 3 prospects de Paul. Aujourd'hui, on va être sur les 3 prospects, de Maths. L'idée, c'est qu'on puisse vous présenter, 3 joueurs, en parler en long, en large et en travers et avec Paul, on viendra un peu challenger Matt pour essayer de voir, ce qu'il pense de chacun des joueurs. Matt, tu nous en as déjà parlé dans d'autres épisodes, mais c'est quoi toi ton rapport un peu aux prospects? C'est quoi les ligues que tu regardes plus? Tu es très NCAA, tu regardes un petit peu l'Europe? Qu'est-ce que tu aimes bien regarder? C'est quoi tes profils un peu fétiches, généralement? Non, moi, je regarde que la NCAA, c'est compliqué, je trouve, de regarder plein de ligues différentes, donc je me concentre vraiment là-dessus. Ce qui est cool, c'est que maintenant la plupart des joueurs sont revenus en NCAA. On n'a plus les trucs de Overtime Elite, des joueurs qui jouent en J-League ou tu vois? Enfin, en fait, je trouve que c'est compliqué d'évaluer, bah, des joueurs dans des contextes différents. Là, au moins, ils sont tous dans des contextes, similaires et c'est plus simple à évaluer donc je trouve que c'est mieux comme ça. Maintenant, je regarde tout ce qui est high school, tu vois? Je sais que Jasper est pas mal branché là-dessus. Moi, je regarde quasiment pas. Il y a Alan Guillou qui m'a donné deux trois matchs sur certains prospects pour que je regarde, mais déjà, c'est compliqué déjà la NCAA, faut savoir, c'est compliqué à trouver. C'est pas évident. Alors, les autres ligues, j'en parle même pas, tout ce qui est high school, donc puis après, en fait, t'as pas le temps, quoi. Ça fait beaucoup trop de matchs à regarder au final. Tu traditionnellement des prospects un peu chouchous, enfin des profils un peu chouchous? On sait que tu aimes Ouais, beaucoup les ben protecteurs de cercle, mais il y ouais, a pas que non, non, ça. mais ce que je non, en premier lieu, ce que j'aime, c'est les créateurs de décalage, hein. C'est un peu le truc recherché. C'est pour ça que j'adorais Dylan Harper, notamment, l'année dernière. Mais après, oui, bah, comme tu dis, c'est passer les créateurs de décalage, il y a protecteurs de cercle que j'aime bien. Alors, c'est marrant, mais tu vois, l'année dernière, il y en avait pas tellement. Cette année, il y en a pas non plus. Tu vois, il y a pas, je trouve, depuis Chet, j'ai l'impression, il y a pas de prospects comme ça qui sont très très forts en protection de cercle, vraiment qui sortent du lot. Il y avait Mais Klingan un peu ouais, qui c'est est vrai qu'il y avait arrivé un peu Klingan, mais fort, c'est mais c'est avec une beaucoup de draft où j'ai défauts. moins scouté aussi, donc Mmh, faut dire. Mais on va qui dire, a il y pas mal de a défauts. ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un très fort prospect protecteur de cercle, tu vois, qui est vraiment tout en haut de la draft. Bah, Ouais. il y a eu Wemby et Sarr, mais c'est pas la NCAA, quoi. Ouais, c'est ça.
c'est Ouais, c'est ça. vrai que Sarr, c'est vrai que c'est l'année dernière, donc pour le coup, c'est vrai que c'est pas si vieux que ça. Bah, écoute, ce que je vous propose, messieurs, c'est qu'on passe, directement dans le vif du sujet sans trop plus attendre parce que Paul, vu la durée qu'on a fait du dernier épisode, on voit quand on parle de jeunes, ça prend pas mal de temps, donc peut-être autant se lancer, directement dans le vif du sujet. Le principe, il est assez simple. On vous présente 3 joueurs, il y aura 2 joueurs bonus, mais sur lesquels on passera un petit peu moins de temps et Matt vous a préparé tout ça. Matt, on commence avec, un freshman de Louisville, je crois que c'est ce qu'on s'est dit. On commence avec Ouais. Michael Brown Jr. qui est un joueur assez jeune. C'est un 2006, hein, forcément. Il fait vraiment partie. Enfin, quoi qu'il n'est pas si jeune que ça, en fait, pour de la NCAA. Plus de 20 ans quand même. Il était 8e au top 100 ESPN de 2025. C'est un meneur de jeu qui est pas si petit que ça. Mais je te laisse nous en parler. Ouais, c'est ça, il fait 6'5", hein, d'après les mesures de Bartovic, mais bon, comme on a dit en off, faut pas trop s'en fier des fois, faut attendre le combine vraiment pour avoir les vraies mesures. Mais en tout cas, on le voit à l'écran, je trouve que c'est pas un il est pas petit, tu vois? Il est grand, c'est un grand porteur de balle, plutôt grand porteur de balle. Moi, j'ai envie de dire, c'est un peu secrètement, peut-être le numéro 1 de draft. En tout cas, moi, dans mon board, je l'ai pas loin de l'avoir tout en haut parce que moi, je l'adore, hein. C'est un peu le chouchou de mon chouchou de cette draft. En fait, il a un peu tout le cocktail que j'en parlais, que j'aime bien, créateur de décalage. J'ai un peu l'impression que c'est un peu lui le meilleur là-dedans, dans tout ce qui est drive, dans tout ce qui est pull-up, tu vois? Il a pas tellement de défauts, en fait, je trouve ce joueur en attaque parce qu'il a le drive, il a le pull-up et en plus, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas un joueur qui monopolise non plus trop le ballon parce qu'en fait, il est aussi utilisé off ball. Il y a eu des matchs où même, beaucoup de fois, tu vois, il sort de flare screen, de ghost screen, de choses comme ça, donc c'est vraiment un joueur qui est polyvalent et qui est pas forcément héliocentrique. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a il y a des flashs et même des matchs où quand faut prendre un peu le jeu à son compte, aller driver, créer du décalage, il est là, quoi. Et je pense le truc vraiment que je préfère, c'est le playmaking où je pense que vraiment on est chapeau 1. Je pense qu'il est au-dessus de tout le monde dans la cuvée en termes de passing parce que, donc que ce soit drive and kick, drive and dish, enfin, il a un peu toutes les passes, manipulation de défense aussi. Vraiment, moi, c'est ça que j'adore. Il y a jouer avec les défenseurs, jouer, sur pick and roll avec le low man pour soit faire la passe à l'intérieur, soit faire la passe au joueur à 3 points. Donc c'est vrai qu'en termes d'attaque, je j'ai pas grand chose à dire en termes de défauts. Le seul truc peut-être, c'est, je trouve qu'il est un peu trop amoureux de son pull-up des fois. Il y a eu des matchs où tu envie qu'il aille un peu plus au cercle et il va un peu trop faire de pull-up à 3 points. C'est un peu, ouais, ce que je trouve des fois le défaut. Tu vois, il y a eu un match contre NC State où il met, je crois 45 points, mais au final, j'étais un peu «déçu» entre guillemets de son match parce que, tu vois, tu t'attends à un gros match et tout, mais c'est pas le match en fait où il est allé créer plein de décalages. C'est que du shot making. Alors après, ce qui est cool, c'est que c'est un joueur qui pull up à 5-6 mètres derrière la ligne, donc tu te dis que la range NBA, il l'a assez largement. À savoir aussi, il était en panne d'adresse, assez, enfin vraiment en grosse panne d'adresse à 3 points. Il était en dessous des 30 là en début de saison. Il s'est blessé au dos, il a raté bien une dizaine de matchs, hein, je crois, et quand il est revenu, l'adresse à 3 points est pas mal revenue et là, tu vois, c'est remonté à 35. Et en fait, ce qui est cool, c'est que c'est pas du catch and shoot comme j'ai dit, il y a énormément de pull-up et c'est pas que du pull-up en sortie de dribble, c'est aussi du pull-up en isolation. Et ouais, ce que j'aime bien aussi chez le pro dans dans son profil, c'est que on a affaire en fait à un joueur qui arrive à battre à peu près toutes les couvertures, que ce soit, du drop, du edge ou du switch. Mais le plus encourageant, c'est qu'il arrive à battre du switch. C'est un peu des fois le défaut qu'on voit chez certains joueurs. Après, je sais pas si je passe rapidement à la défense, mais Bah, c'est un peu peut-être on peut continuer un peu de focus l'attaque, avant de passer à la défense effectivement. Juste pour préciser sur le match que tu dis d'NC State, effectivement, il met 45 points à 14 sur 23 au tir, il y a 16 3 points qui sont pris. Il en ouais. met 10, donc dans le prolongement de ce que tu dis, c'était vraiment sur du shot making. Paul, toi, sur ce que tu as vu de Michael Brown sur la partie offensive, effectivement, peut-être se faire, attaque et défense. Sur la partie offensive, tu en as pensé quoi? Ouais, je suis assez d'accord avec, Matt. Il y a un espèce de combo, handle plus taille plus premier pas qui est dingue, qui est quand même très rare.
Il me fait un peu penser à Lamelo, c'est-à-dire qu'en fait, même s'il est pas adroit, sur son scoring à 2 points, encore, ou c'est pas parfait, on va y revenir, mais en fait, il y a un tel, niveau de manipulation de défense, de création de décalage qui fait que, en fait, il sera forcément positif quoi en NBA en attaque. C'est un mec qui peut leader une attaque, top 10 assez rapidement OK. et voilà et comme l'a dit Matt, il y a eu un peu, une première partie de saison où le pull-up rentrait pas, le 3 points rentrait pas et il y a eu ce match là où il te met 10 3 points, où ça l'a un peu débloqué et là, il est vraiment on fire à 3 points donc tu te rends compte que ça peut être un vrai shot maker. Maintenant, je suis pas trop d'accord moi sur toutes les couvertures. Je trouve qu'il galère un peu quand même sur edge. On l'a vu contre Duke, en fait, il fait un match de merde parce qu'en fait, il edge tout le match et lui, il galère de ouf. Alors c'était un retour de blessure donc il y a aussi un contexte. Je trouve que sur Switch aussi, c'est sympa quand, il y a un joueur, où c'est un poste 1 ou poste 3 mais il a peut-être encore des fois un peu de mal sur un poste 5-4, je trouve. Donc il est pas parfait pour optimiser toutes les couvertures et après, ouais, le scoring à 2 points, il y a des super finitions, au cercle, mais il est pas non plus ultra adroit, depuis qu'il affronte des bonnes équipes et le jeu à mi-distance aussi, j'ai encore un peu de doute parce que même si, OK, il a le pull-up, il a le flotteur, ça rentre vraiment pas, en fait, pour l'instant, mais je trouve que c'est pas trop problématique, en fait, par rapport au profil du joueur et ça le sera que si on a des discussions, tu vois, au bout de 4-5 ans où, bah, là, il faut passer le step et là, oui, OK, il faut que tu commences à être vraiment efficace sur tous les aspects du scoring à 2 points, mais c'est même pas problématique pour moi à l'instant T, en fait. Dans le prolongement un peu Matt, sur, ce que dit Paul là, sur les différentes couvertures, moi ce que je vois, c'est que visiblement il perd beaucoup le ballon. Je dirais après 2 secondes de 2 mots sur ce que moi j'ai vu de lui, mais je l'ai moins vu que vous. Comment t'expliques qu'il perde autant la balle? Est-ce que c'est plutôt des pertes sur le dribble? Est-ce que c'est des pertes face à la diversité des couvertures défensives? Toi, tu disais plutôt à l'inverse que tu avais l'impression qu'il avait une bonne capacité à lire les défenses et un peu battre tout type de def. Cette part-là, un peu là sur les pertes de balles, tu l'expliques comment? Moi, j'ai pas trouvé que c'était des erreurs, c'est peut-être le fait qu'il a un gros volume de passes et OK. que des fois il prend des risques. Mais franchement, moi sur le passing, j'ai pas grand-chose à dire en termes de défauts parce que je trouve que c'est vraiment sa qualité première. C'est ce qu'il fait de mieux. Après c'est comme j'ai dit, je pense que le CR moi j'aime bien quand même quand, sa capacité à driver. Après c'est vrai que on aimerait peut-être encore plus. Tu vois? Il y va, mais on aimerait qu'il y aille, encore plus ou des fois, ben, c'est un peu trop de pull-up. C'est vraiment moi je dirais, c'est le seul défaut que je vois pour l'instant dans son jeu, donc c'est à voir en NBA comment un peu ça va se traduire face à des défenses plus fortes. Mais bon, ce qui est cool, c'est que c'est un scoreur, en fait, qui a pas mal d'armes dans son jeu. Toi, il y a des joueurs qui ont que le drive et des fois, ça va être le shoot un peu leur défaut. Lui, bon, bah, le shoot, il l'a, le drive, il l'a et tu vois même, il en joue des fois. Les défenses, ben, ils vont monter un peu plus haut, il va faire une feinte de pull-up, ça va du coup ouvrir un peu plus son drive et dès que le drive s'ouvre, bah, vu qu'il a le passing, bah, ça devient tout de suite intéressant. Puis le fait qu'il soit grand, moi, je suis pas inquiet face aux couvertures de Edge parce que c'est un joueur qui pourra passer par-dessus. Je vois aucun problème, il a quand même des longs bras, donc tout comme j'ai dit, le la palette de passing m'inquiète pas, donc même face à des couvertures en Edge, en switch, moi, je l'ai vu en battre et ouais, il y a eu des matchs où il a galéré, mais après il a été blessé aussi, donc là, on voit que dernièrement, tu vois, c'est pas mal revenu. Quand il est revenu, effectivement, c'était pas terrible, mais bon, un joueur qui revient de blessure, je pense que c'est toujours compliqué. Mais là, sur les derniers matchs, quand même, j'ai trouvé que c'était rassurant et en plus, si je passe un peu sur la défense, moi, c'était un peu le truc qui m'inquiétait. La défense, je la trouvais vraiment pas bonne sur les premiers matchs parce que franchement, il y avait pas grand-chose à dire, c'était assez négatif. En fait, c'est un joueur qui était placé sur, tu sais, le joueur le moins fort adverse qui a très peu d'activité, mais il y avait pas de stun, pas de playmaking défensif, la navigation d'écran était pas bonne, enfin, vraiment, moi, je trouvais que c'était pas bon du tout. Je me dis: «Ouais, effectivement, par contre, il y a intérêt à ce que l'attaque soit en NBA parce que la défense a pas l'air du tout bonne». Mais j'ai été rassuré là sur les derniers matchs que j'ai vus là, c'était contre Baylor et puis je sais plus qui, bah, contre NC State justement, où, bah, rien à voir, rien à voir. Déjà, je trouvais
il était beaucoup plus actif sur le playmaking défensif. Enfin, il était beaucoup plus concerné en défense. Alors, je dis pas que c'était un défenseur ultra positif, mais je me dis si on a déjà un défenseur comme ça qui était neutre, en tout cas des derniers matchs que j'ai vus en NCAA, déjà c'est beaucoup plus positif que le joueur que j'avais vu en première partie de saison où c'était assez catastrophique quand même. Et OK, sur cette partie défensive, toi, Paul, sur cette partie défensive, tu es en accord avec ça? Tu vois un peu les mêmes choses ou pas? Je pense il sera pas négatif, ce qui est sûr en NBA, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de séquences où, il en a un peu rien à foutre. Après, c'est normal, c'est un lead guard, franchise player de son équipe, donc c'est normal qu'il fasse pas beaucoup d'efforts, quoi. Mais il arrive quand même à avoir de l'impact parce qu'il est intelligent, il lit bien les lignes de passe, il a un très bon, steal percentage, donc ça, c'est rassurant. Il a une bonne envergure aussi, donc ce qui fait qu'il, gratte plus facilement des ballons que d'autres. Maintenant, il manque de puissance, quoi, donc si tu arrives à trouver une position au poste, et que tu es un peu physique, c'est un peu, bucket, quoi. Donc il sera pas, il a la taille, il a l'envergure, il a la science du jeu, donc il sera pas négatif. Je sais pas s'il sera vraiment, positif, en défense. Après, les efforts, ils viendront aussi de son rôle en attaque, quoi. S'il devient injouable en attaque, bah, il en fera forcément un peu moins en défense. Moi, sur, les éléments que j'ai vus de lui, un peu pour vous challenger, voir un peu ce que vous en pensez. Moi, sur ce que j'ai vu, j'ai moins regardé que vous, hein. Je trouvais que c'était un gros driver. Moi, ce qui m'a marqué, c'est son agilité sur le drive. J'ai pas Mmh. senti, tu sais, moi, j'ai pas senti, tu sais, la capacité de jouer à plusieurs vitesses. Par contre, sa vitesse, boostée, elle est très, très rapide et tu sais, moi, j'aime bien les joueurs comme ça. On parle souvent tous les 2 de Tyrese Maxey où quand un joueur a qu'une vitesse et que la vitesse, elle est très, très rapide, bah, c'est sûr que c'est mieux d'avoir plusieurs vitesses, mais c'est déjà bien. Et moi, j'ai trouvé qu'il couplait ça avec une agilité dans ses finitions au cercle qui était vraiment cool et qu'en plus, il montait assez vite au cercle. Je trouvais qu'il y avait un vrai dynamisme dans ses montées au cercle. Moi, le truc qui m'a un peu plus inquiété sur le shot making, sur ce que j'ai vu, c'est, j'avais l'impression que ses moves de séparation étaient assez, ténus. Tu sais, c'était assez court. Il a pas de grands moves de séparation. On va parler d'un autre joueur après, qui en a un peu plus et du coup, sur la partie pull-up, tu sais, j'ai souvent l'impression qu'en fait, il prend des pull-up, ça ressemble pas à des pull-up précipités, mais un peu et où tu te dis s'il est face à un défenseur un peu plus aguerri, un peu plus grand, son move de séparation lui permettra pas avoir, assez d'écart, tu vois? Est-ce que toi, tu as senti un peu la même chose ou est-ce que pour toi, je suis à côté de la plaque? Non, je sais pas trop, non, je pas trop non, non, j'ai pas trop senti ça. Après, c'est plus, ouais, moi, c'est plus le volume, moi, qui me dérange un Ouais, petit peu. OK. C'est plus de prendre trop de pull-up par rapport au drive, des fois, où tu sens vraiment il a plus envie de faire ça que d'aller au drive, alors que des fois, le jeu demande pas ça. Tu vois, tu es en début de possession, il reste encore des secondes, ouais, OK, on le sait, tu es capable d'en mettre des pull-ups comme ça, sauf que tu as créé aucun décalage, il y a un défenseur face à toi. Bon, peut-être ce serait mieux de faire autre chose, tu vois? Ouais. Après, c'est sûr que quand, face à NC State, bah, là, tu le vois, ouais, effectivement, bah, le gars est capable de pull-up un peu de n'importe comment avec en plus, la range est vraiment folle. Donc ça c'est OK. plutôt positif. Et qu'est-ce que vous pensez de son utilisation? Je trouve quand on analyse les prospects, ce qui est compliqué, c'est de mettre leur production un peu au regard de leur utilisation et ça permet aussi de se projeter après sur, le modèle NBA. Du coup, peut-être qu'on peut se faire une petite séquence, comment il est utilisé, pour l'instant par son équipe et puis dans un deuxième temps, dans quel type de système de jeu vous le verriez bien? Parce que si jamais quelqu'un, s'amuse à aller regarder les stats, ils vont tomber sur un joueur qui est assez peu efficace, en fait, alors que tu nous décris un joueur qui a des capacités d'efficacité qui sont hyper hautes. C'est quoi l'utilisation de lui qu'on a, à Louisville? Bah, Louisville, en fait, ce qui est cool, c'est que c'est une équipe qui est vachement, NBA, hein, dans sa manière de coacher, sa manière de jouer. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de facilité quand même à le projeter OK. parce que, bah, il est beaucoup utilisé en pick and roll ou isolation quand il a le ballon entre les mains. Mais il y a aussi pas mal, tu vois, de zoom action qui sont faites pour lui, où il est lancé. Enfin, c'est pas souvent lui qui remonte la balle. Des fois, c'est un autre coéquipier, puis lui, bah, il démarre d'un corner. Donc soit, bah, comme j'ai dit, une zoom action ou alors un flare screen. Pas mal de ghost screen aussi, surtout sur le début de saison. Donc je me disais: «Tiens, c'est quand même cool de voir ça» parce que, tu vois, comme je disais au début, t'as pas juste, en fait, affaire à un joueur qui a besoin du ballon entre les mains, quoi. C'est vraiment un joueur qui peut jouer off ball. Donc bon, tu te dis en NBA, ça peut être cool s'il a un autre porteur de balle qui est fort, bah, au moins, ce sera pas forcément dû à toi, à moi.
Ce sera, bah, si le mec, à côté de lui est peut-être un peu plus hélicentrique que lui, bah, Michael Brand, il pourra faire un peu, les trucs que j'ai dit, les flare screens, les poser des écrans entre petits, des trucs comme ça. Donc non, Louisville, c'est ça qui est cool, c'est on n'est pas sur un système de jeu des fois comme on voit en NCAA où c'est bah, ça se transpose pas en NBA, tu sais, où tu vois beaucoup de post-up, où le spacing est pas terrible. Non, là, c'est pas du tout ça. Le spacing, il est bon et tu vois que même les systèmes utilisés, c'est des trucs que tu vois souvent en NBA. On en parlait, Paul, la semaine dernière. On disait que aujourd'hui, quasiment toutes les équipes, elles ont déjà un fort meneur de jeu ou un fort arrière. D'ailleurs, Tyrese Haliburton, je sais pas si vous avez cette semaine, dans un podcast, disait que pour lui, on était sur la meilleure génération, enfin la génération la plus dense de meneurs et d'arrières et qu'en fait, il y a une quinzaine de joueurs qui pourraient être all-stars sur ces postes-là. Et on disait, Paul, la semaine dernière, l'importance aujourd'hui sur ces joueurs qui arrivent, d'être capable d'être compatible avec un autre, fort arrière, pour s'insérer dans ces contextes-là. Toi, sur ce que tu as vu, tu le projettes utiliser comment? C'est quoi l'utilisation que tu verrais, comme une utilisation un peu optimum de lui? Bah, tu vois, Bah, en fait ah pardon, j'ai cru que tu me les lançais. Spurs, les Spurs, c'est quand même un bon exemple de, bah, ils ont 3 porteurs de balles et même si, en fait, ils ont pas tous un shoot, Castle, il a pas de shoot, Harper, il a pas de shoot, les 2 vont pas vraiment te toucher. En fait, ton attaque, elle marche parce que, tu as toujours un niveau de création de décalage à chaque fois qu'ils ont la balle en main qui est suffisant. Bon, il y a quand même De'Aaron Fox qui a un niveau de shot making qui est quand même supérieur, un toucher au cercle aussi qui est supérieur. Mais, heu, mais c'est un bon exemple de, mais ça je trouve que ça a toujours été le cas. On était les premiers à dire qu'on était plutôt optimistes sur le fait qu'avoir plein de porteurs de balles aux Spurs sera pas un problème sur du court terme. Sur du long terme, en playoff, si tu sens que tu as qu'il y a un problème de hiérarchie, et cetera, pourquoi pas? Mais pour l'instant, c'est pas un problème et je pense que, si tu alignes les porteurs de balles un peu comme, ce que font, les Spurs et si tu mets Michael Brand dans une équipe où il y a déjà Tyrese Haliburton, où il y a déjà, bon, il y a plus Trae Young aux Wizards, mais si même aux Wizards, tu peux mettre Michael Brown, je pense que c'est pas un problème, quoi. Surtout si en plus, là, on est en train de dire qu'il sera pas négatif en défense et qu'il a le shot making, avoir un niveau de decision making aussi haut, de manipulation de défense, c'est pas un problème, quoi. Donc peu importe l'équipe où il va aller, je suis persuadé qu'en fait, il sera bien utilisé, même s'il y a d'autres porteurs de balles. Après la question c'est, est-ce que tu as envie d'en faire ton franchise player? On en est loin pour l'instant, mais je pense que assez rapidement, on peut se dire: «Ouais, c'est un vrai, 2e, ball handler à côté d'une grosse star», parce qu'il a pas beaucoup de défauts, quoi. Toi, Matt, tu c'est quoi le contexte un peu, que tu imagines un peu idéal pour lui ou celui dans lequel tu aimerais bien le voir? Et peut-être d'ailleurs à l'inverse, celui où tu sens que ça peut être un peu moins fait pour lui? Tu peux parler d'équipe, mais aussi, tu vois, tout simplement de système de jeu, quoi, tu vois? Bah, en fait, ça dépend. Moi, je le vois s'insérer à comme Paul, je le vois s'insérer un peu partout. Même, tu vois, s'il y a déjà un créateur, à côté de lui, alors peut-être les Wizards, c'est peut-être pas l'endroit où préférentiel, où tu as déjà un gros porte tu vois, c'est un peu le Dylan Harper, je reste un peu sur ma faim, par exemple. Ouais, c'est cool qu'il soit tombé là-bas, j'ai pas de problème, je pense qu'il va se développer et devenir le joueur qu'il doit devenir, mais toi, j'aurais préféré qu'il ait plus de ballons, limite. Toi, c'est des joueurs, j'aime bien quand ils tombent limite dans des contextes où il y a rien. Toi, Ouais. typiquement Brooklyn ou même, tu vois, on en parlait, je me rappelle un peu en rigolant dans la conversation, QI quand il y avait les rumeurs sur Giannis Antetokounmpo. Avec pourquoi pas un échange avec les Spurs, donc toi je m'étais dit, tu vois, il tombe à Milwaukee où il y a juste Ryan Rollins et lui, bah, c'est parfait, tu vois? Il aura tous les ballons avec Rollins, donc tu vois, j'ai un peu le même truc avec Michael Brand où j'aimerais bien qu'il tombe dans un contexte, où il a un peu tous les ballons, au moins tu testes, tu vois si ça marche, peut-être ça marchera pas, mais au moins tu testes parce qu'il y a ce potentiel-là. Après, tu vois, par contre, s'il tombe dans un contexte comme Indiana où, on est quand même plus sur un partage de ballons. Ouais, là, j'aurais plus de ce serait plutôt cool, je pense, tu vois? OK. Parce qu'en plus, Carlisle, il aime bien, tu vois, avoir plein de porteurs de balles sur le terrain. Donc, tu vois, rien tout est nuancé, tu vois? Il y a des contextes où je trouve que c'est pas terrible, mais ça ira. Mais il y a des contextes, bah, où il y a personne, c'est top. Mais même, tu vois, des contextes un peu compétitifs comme Indiana, ça peut être super cool aussi, hein, en vrai.
Et dernière petite question, ce que tu as dit, c'est peut-être ton numéro un caché de la draft. Tu le penses vraiment? Genre, tu es capable de le mettre numéro un de ton ranking ou de ta mock draft ou quand même pas? Bah, franchement, j'en suis pas loin. En tout moi, j'ai fait un board horizontal, tu vois? Où j'ai pas mis de place. Mmh. J'ai fait des tiers, en fait. Je mets le rôle et je mets des tiers, mais je l'ai mis dans le même tiers que Darren Peterson et Eddie Bantza. Donc j'ai pas D'accord. encore classé ces 3 là, mais Qui en est tout cas, devant pour le l'instant, tiers, je les ai mis dans le Cameron même Boozer? tiers. Juste pour comprendre Ouais, ton tiers? OK, d'accord, donc ouais, tu le mets Boozer, top moi, 3 quoi. bah, je vous ai écouté la dernière fois, je suis un peu comme vous. J'ai l'impression que pas mal de personnes sont dans ce cas-là où je suis un peu moins chaud. En tout cas, je vois le draft américain est beaucoup plus chaud sur Boozer. Moi, c'est vrai que j'ai pas mal d'interrogations, le concernant. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait un bon tour là sur, Michael Brown. Est-ce que vous voyez d'autres choses à dire, sur lui, l'un et l'autre? Est-ce que pour vous, on a fait le tour sur notre premier joueur? Non, je pense que c'est bon. C'est bon, hein? Paul, c'est tout bon pour toi? On est tout bueno? Eh ben, on passe au deuxième joueur. Alors, messieurs, en préparant le podcast, du coup, à chaque fois, là, je regarde un peu les joueurs pour quand même un peu alimenter de questions. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une impression visuelle comme j'ai eu avec Darren Peterson, dont on va parler. Je pense d'ailleurs, Paul, enfin, non, je pense qu'on va en parler, mais moi, il me fait penser à un joueur qu'on a beaucoup aimé tous les deux en 2016. Il me fait beaucoup penser à Kyrie. Mais je suis curieux d'avoir votre avis sur lui. Donc, on passe au deuxième joueur. Matt, présente-nous celui qui est, on peut le dire, dans les trois quarts aujourd'hui des mock drafts, c'est le numéro un de la draft, c'est Darren Peterson, qui est l'arrière de Kansas. Un arrière qui fait à peu près 1,98 m, qui peut jouer arrière meneur, qui était deuxième dans le top 100 d'ESPN, où Dibanza était premier l'année dernière. Donc, il est coté très haut et depuis très longtemps. Pour autant, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de discussions autour de lui et de craintes. Matt, dis-nous tout sur ce petit phénomène Darren Peterson qui, je vous invite à le regarder un peu jouer. C'est quand même, enfin, waouh, l'impression visuelle, elle est waouh quand même, hein. Ouais, le scoring est assez incroyable, hein. Je pense que c'est un peu sa qualité première. Moi, j'ai mis si on doit retenir un truc, je trouve, c'est le toucher de balle qui est assez fabuleux, hein. Franchement, moi qui suis le draft depuis pas longtemps, je crois que j'ai encore jamais vu ça. En fait, ce qui est impressionnant, je trouve, c'est que c'est des 2 mains en plus et il est vraiment ambidextre, je trouve, ce joueur. Vraiment que ce soit main droite, main gauche, il envoie des flotteurs, main faible où tu as l'impression que c'est sa main forte. Des fois, je rembobine pour voir, je dis: «Ah oui, c'était pas sa main forte, c'était sa main faible». Ce qui est assez fou, ouais, c'est le shot making est incroyable, vraiment. C'est vrai qu'il fait très facile, dans sa manière de bouger, de driver, de s'arrêter à mi-distance. Enfin, il a un peu Le tous les dribble moves est comme phénoménal, hein. Le dribble est ouais, phénoménal, moi, je trouve. ouais, ouais, le dribble est en plus, en termes de scoring, je crois que j'ai pas grand chose à dire, tu vois? C'est si, le seul truc, je trouve, c'est il va pas assez au cercle, en fait. C'est un peu le défaut, il s'arrête souvent à mi-distance. Alors après, c'est sûr qu'il a tellement un shot making incroyable, bah, qu'il les met, hein. Mais c'est un peu le défaut, ouais, de son jeu. C'est pas un joueur qui va des tonnes au cercle. Il a souvent tendance à s'arrêter avant et ce que j'ai mis aussi, il est fabuleux off ball, ce qui est cool. Vraiment, tu vois, il a un peu comme, Michael Brand, il a beaucoup de systèmes off ball, que ce soit des flare screens, des floppy sets, des fois des ghost screens, enfin, tu vois, on a vraiment toute la panoplie de shoot en mouvement, en sortie d'écran, et cetera. Où c'est pas juste du spot up shooting, mais vraiment il a un jeu off ball aussi qui est excellent. Mais en fait, des fois, je suis un peu frustré parce que je me dis: «Ouais, c'est cool, c'est bien, tu sais faire plein de jeux off ball, mais putain, mais on a envie de te voir balle en main, en fait, beaucoup plus que ça». Il y a un peu une frustration où des fois je trouve il est un peu, alors je sais pas si c'est de lui ou si c'est le coaching staff qui veut ça ou si c'est aussi parce que il y a un peu ce truc bah, on l'a vu sur Twitter, tu sais, où, il y a un peu cette polémique où, bah, en fait, C'est quoi la il s'est polémique? Moi, blessé. j'ai pas trop suivi. C'est quoi la polémique? Bah, en fait, il s'est blessé et puis je pense que, tu vois, vu qu'il est projeté, il va partir top 3, voire même il est même limite projeté, numéro 1 assez facilement. Je pense qu'il veut pas prendre de risques et ce qui est un peu logique. Donc en fait, bah, la polémique, c'est que tu sais, il y a un match, je sais plus contre qui c'était, Cincinnati, je crois, ou je sais plus qui. Bah, il demande de sortir en fait à son coach. Avant le D'accord. match, il lui demande, on le voit, et il lui demande de sortir. Il y a aussi son agent, à un moment, je crois, qui est sorti des gradins pour demander au coach de Kansas de sortir son joueur avant la fin. En fait, je pense qu'il va éviter une blessure et puis le coach s'en est plaint. Enfin,
Voilà, il y a pas mal du coup il y a eu pas mal de polémiques par rapport à ça en se disant: «Oui, est-ce que Peterson a vraiment envie?» Enfin, tu sais les un peu les trucs des fois qu'on voit, sur les questions. Après moi, j'ai envie de dire, c'est pas le truc. Moi, c'est pas ça qui va me le faire baisser, dans mon Mmh. board parce que voilà, on en voit quand même pas mal. Mais en fait, ça pose certaines questions de se dire: «Est-ce que, des fois, il va pas au cercle des tonnes?» ou est-ce qu'on sent qu'il y a un peu de la retenue? Est-ce que c'est parce que c'est le coaching staff qui veut l'utiliser comme ça? Est-ce que parce que c'est lui qui veut pas forcer? Parce que peut-être il y a potentiellement une blessure ou parce qu'il est diminué? Tu vois, il y a un peu ces Ouais. interrogations-là, tu vois? Est-ce que c'est des limites du joueur ou est-ce que c'est des limites de blessure ou qu'il veut pas prendre de risques? Tu vois? C'est un peu, on est un peu dans le flou, en fait, par rapport à ça. Donc du coup, ben, ouais, on a un joueur qui drive pas des tonnes et puis l'autre truc aussi, c'est le playmaking, moi, des fois, qui me frustre un peu, où je trouve qu'il rate, en fait, des fenêtres de passe, des fois, qui sont assez évidentes, tu vois, sur edge, où, bah, il y a un joueur qui est ouvert, où normalement, tu vois, d'un créateur élite qui a attendu numéro un de draft, t'attends ce genre de passe, en fait et lui, bah, Mmh. il les fait pas, quoi. Mais après, malgré ça, tu vois, il y a eu le match contre BYU où t'as une ou 2 passes où tu dis: «Ah oui, quand même, OK, c'est cool». Mais sauf que on les voit pas assez, tu vois? On les voit moi, j'en ai vu une ou 2 sur un match, alors que j'en ai vu une dizaine, tu vois? Et tu dis: «OK, il est en capacité de le faire», mais je le vois pas assez, quoi. Donc elle est où, tu vois, la vérité? Il y a des flashs ultra fous, mais on n'en voit pas assez, quoi. Mais ce qui est intéressant sur ce que tu dis, c'est que moi, sur ce que j'ai vu, moi vraiment le truc qui m'a bluffé, c'est le dribble, parce que je trouve qu'il a vraiment le dribble à 3 vitesses, il a la décélération, il peut mettre dans le dos et je trouve qu'une fois qu'il a passé l'épaule, tu sais, il a ce truc un peu, pour faire des comparaisons hasardeuses, un peu à la Shai où tu as l'impression que tout le jeu se ralentit pour lui et c'est lui qui domine un peu le temps, tu vois? Une fois qu'il a passé l'épaule, même si c'est pas spécialement d'ailleurs pour finir au cercle. Ce qui du coup, moi, me paraît être un peu en contradiction avec le fait qu'il ait pas beaucoup la balle. Donc effectivement, ça joint un peu ce que tu dis, quoi, l'étonnement de pas le voir, plus cette balle en main alors que le dribble est juste dingue, quoi. Paul, toi, tu le sens comment, notre Peterson? Est-ce que toi, tu es hype? Est-ce que toi, à l'inverse, tu es un peu limité? Moi, te connaissant, je pense que tu kiffes bien, Peterson. Bah, sur ce que je vois en NCAA, pas tant que ça, en fait. OK. Parce qu'en fait, il sort du lycée et en fait, tu vois, quand tu regardes ses tapes, en fait, c'est, Donovan Mitchell, Anthony Edwards, enfin voilà, il y a toute la panoplie au scoring. C'est peut-être le meilleur guard du 21e siècle qui sort du lycée, au pays, tu vois? Qui avait une énorme hype sur lui et en fait, tu arrives en NCAA et bon, il y a des blessures, mais quand il est sur le terrain, tu es quand même très frustré parce que tu sais ce que il est capable de tout faire, mais en fait, là, en NCAA, il le fait pas. Ah et on se rend compte que, bah, en fait, ses qualités athlétiques, elles sont pas si ouf. Comme l'a dit Matt, en fait, il drive pas. Le passing, le playmaking, on le voit pas vraiment. Alors c'est lié à son utilisation parce qu'il est beaucoup utilisé off ball. On aimerait bien le voir beaucoup plus sur des séquences on ball. En plus, il a un bon petit pivot qui s'appelle Bidunga, on va peut-être en parler après. Mais, heu, mais voilà et donc ouais, il y a toujours le shot making, c'est sûr, à 3 points, le mid-range, il est déjà là, tu un shot maker de fou furieux. Mais sa saison, elle est un peu frustrante parce qu'en fait, il produit pas énormément. Notamment, bah, balle en main, comme on l'a dit. Il est pas si crafty non plus que ça pour aller sur la ligne de lancer. Parce qu'il a un free throw rate qui est inférieur à 40. C'est pas problématique, mais tu vois, c'est pas, c'est moins que Dibanza, Boozer ou même Michael Brown ou même un Keaton Wagler, je crois. Donc, il y a pas d enfin, c'est compliqué. Je pense que la question, c'est à quel point tu donnes de l'importance à la saison NCAA par rapport à la tape, du lycée, par rapport à ce qu'il a montré sur les grosses compètes, qu'elles soient, nationales ou internationales. Donc, il y a des gens qui vont te dire, même si en fait il fait, plus rien jusqu'à la fin de saison ou même s'il fait une saison NCAA décevante, en fait, c'est le numéro un clair parce que ce qu'on a vu au lycée, en fait, c'est le truc le plus rassurant, du monde. Et il y en a d'autres qui vont dire: «Ouais, mais le lycée, bah, c'est sympa, mais bon, des mecs qui étaient très forts au lycée, on en a vu et des mecs qui ont déçu en NCAA et qui ont ensuite déçu en NBA, il y en a eu beaucoup, quoi». Donc moi, je suis un peu mitigé, je reste quand même très confiant et que c'est quand même un des évidemment des 2-3 meilleurs prospects de cette draft, mais on n'en voit pas assez et j'ai peur que le mental finalement, suive pas trop, quoi. On rappelle que d'ailleurs, Kyrie avait été, sur un profil un peu similaire, avait été drafté en jouant je crois que 8 matchs, à Duke. Il avait été blessé, il avait quand même fini numéro 1 de la draft, mais on se rappelle qu'à l'époque, il avait été blessé.
Mais Duke avait pas forcé, enfin, ils avaient un peu tout fait pour pas forcer son retour et qu'il aille tranquillement jusqu'à la draft. Matt, pardon, tu nous as peu parlé de la partie défensive. Alors sur tout ce que vous me décrivez, vu le niveau d'investissement qu'il a l'air d'avoir, j'imagine que c'est pas foufou la défense, mais est-ce qu'à l'inverse, c'est prometteur? Non, moi j'aime bien. Moi OK. j'aime bien, la défense. Je trouve qu'elle est là, sans non plus dire que voilà, c'est pas, élite, ultra élite non plus, hein. Mais en fait, bah, il a la taille quoi, hein. Il a la taille et la mobilité. Tu vois aussi le QI basket parce que, bah, il y a des bonnes séquences de playmaking défensif. Moi, je pense que ça peut être un bon défenseur, hein, au en NBA. En fait, moi, je trouve que c'est un peu les 2 trucs chez lui qui font acheter le profil. C'est, déjà, il est grand et c'est le scoring enfin, qui peut être implacable, je pense, en NBA et la défense qui peut vraiment être bonne parce qu'en plus, il a la taille. C'est vraiment les 2 trucs, tu vois? Tu te dis, tu vraiment un joueur qui peut être two-way des 2 côtés du terrain, mais en plus avec le scoring implacable. Donc tu vois, c'est un peu le truc qui donne envie. C'est le seul défaut, je pense, c'est le playmaking. Vraiment, où je trouve que là, il y a peut-être certaines limites bah, de vision, hein, tout simplement. Mais non, moi, la défense, j'aime bien, hein. J'aime bien que ce soit, les rotations et cetera, que tout n'est pas parfait, mais ça reste un bon défenseur. On est d'accord que sur le profil, on n'est pas sur un joueur qui montre énormément d'explosivité, hein. On est plus sur un joueur qui a beaucoup de contrôle dans son dribble, Ouais. ouais, plus à la Shai, à la Kyrie, on est plus dans ces délires-là que dans les joueurs hyper explosifs, qui montent au cercle très vite, quoi. Pour le coup, tu nous disais tout à l'heure, que, pour toi, c'était un des mecs qui t'avait le plus impressionné, sur le scoring depuis que tu vois des prospects. Tu comptes ce que tu vois en NCAA ou là-dessus, tu es juste sur ce que tu as vu en high school quand tu dis ça? Non, non, juste ce que j'ai vu en NCAA, hein. Ah ouais, donc tu es devant par exemple ton Michael Brown, que tu kiffes bien, même sur ce que tu as vu en NCAA quoi, sur Peterson? C'est plus le côté, je trouve ambidextre, aller sur ses spots Ouais, avec cette facilité-là, c'est vrai que c'est le shot making, en fait. Le shot making est assez incroyable. Après, Michael Branch, ce que je préfère, le playmaking est largement au-dessus, largement et il met plus de pression quand même vers le cercle, ce qui reste quand même un des ouais. trucs les plus importants. Donc c'est aussi ça, moi, qui me fait préférer des fois Michael Brandt parce que puis le playmaking est vraiment il est deux trois tiers au-dessus, quoi. Parce que comme j'ai dit, c'est un peu le défaut de Peterson parce que, tu vois, c'est dommage parce que il y a des matchs où il se fait, où il a des couvertures en edge et il est bon là-dedans, où il split le pick and roll et cetera, mais c'est que du scoring pour lui. Mais après, tu sens qu'il est pas gêné, tu vois? C'est pas le truc où des fois, tu vois certains joueurs, tu vois les limites, il y fait deux trois dribbles en arrière, il est obligé de redonner un joueur, ça annule un peu complètement l'attaque. Lui, c'est pas le cas, Peterson. Tu sens qu'il contourne le edge, il le split, enfin, il est pas du tout gêné par ça, mais c'est plus, bah, il y a des fois, il y a des couvertures comme ça, mais le jeu demande à faire une passe et lui, il va pas la faire ou alors il va faire la passe à une passe près, tu sais, mais qui sert un peu à rien, qui va casser ce que le jeu demande, en fait. C'est un peu ça, moi, je trouve, pour l'instant, le défaut qu'il a. Puis je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'en plus sur ce genre de profil, parfois la limite qu'il peut avoir, c'est, quand tu le vois jouer, forcément tu te projettes vite sur, ce qu'un Shai a pu faire, tu vois, dans le temps. Mais c'est aussi des qualités dont il est plus difficile d'exploiter. C'est plus rare de pouvoir les exploiter et parfois, tu sais, on va se baser un peu sur quelques joueurs qu'on a vus, où on s'est dit, bah, les joueurs avec ce profil-là, ça peut marcher, alors qu'en fait, ils sont un peu des anomalies. Tu vois, Shai, c'est un peu une anomalie. Là où les Michael Brown, tu vois, des meneurs, d'un 95 hyper explosifs, qui ont du pull-up, qui attaquent fort le cercle et qui ont beaucoup de vitesse. On a quand même un peu plus de certitude sur le fait que même s'il n'arrive pas à un niveau, élite de chez élite là-dedans, ça marchera quand même, quoi. Tu sais, les joueurs comme Peterson, j'ai l'impression que tu as un peu un côté, tout ou rien. C'est soit, en fait, ils ont toujours leur temps d'avance, grâce au dribble et au tir, qu'ils avaient en NCAA, même en NBA, soit ils l'ont pas et dans ce cas-là, tu un peu moins de qualité refuge, quoi. Et c'est là où je te joins, c'est d'où l'importance notamment du playmaking là-dedans. Peut-être qu'on peut se dire un peu comme on l'a fait tout à l'heure, vous avez pas mal parlé de comment il est utilisé aujourd'hui. C'est quoi le contexte NBA où vous avez envie de le voir? Quel type d'équipe? Quel type de motion et d'offense vous aimeriez bien, le voir évoluer, quoi? Bah, pour l'instant, en fait, vu qu'il est beaucoup utilisé off ball, bah, ça va être, ce qui est sûr, c'est qu'il dès l'année 1, il va tomber dans une équipe qui va beaucoup l'utiliser off ball, qui va lui donner quand même du volume parce que tu sais qu'il va te rendre, l'efficacité. Mmh. Maintenant, moi, j'ai des doutes sur le fait, enfin,
je serais pas étonné qu'une équipe, en fasse le cœur de son projet et de son franchise player. Le spacing en NBA, il est pas le même. Je pense qu'il aura beaucoup plus de spacing, peu importe où il arrive en NBA, donc ça va lui créer plus d'opportunités, tu vois, pour se rassurer rapidement sur ce qu'il peut faire balle en main sur drive. Mais, mais c'est un peu le joueur où j'aimerais bien le voir dans un effectif compétitif directement, parce qu'en fait, il sera positif quoi qu'il arrive dans un effectif compétitif. C'est pas un joueur, ultra projet, tu vois? Dans tous les cas, il OK. t'apporte quelque chose. Et pour les compas, toi, tu as parlé de Shai Kyrie. Moi, je trouve je vois pas trop la compa Shai Kyrie. Pour moi, c'est OK. plus un Devin Booker dans le shot making et voire même un Bradley Beal. C'est plus du Booker, Bradley Beal que du Shai ou du Kyrie, quoi. Matt, Voilà. toi, tu le sens comment? Juste Paul, fais attention de pas trop taper ta table parce qu'on entend en écho derrière. Merde. Matt, toi, tu le sens comment? Bah, ouais, après moi, j'aimerais quand même bien le voir dans un projet où il y a rien, juste pour voir un peu ce que ça donne parce que c'est un peu ce qu'on attend, hein, d'un joueur attendu aussi haut, qui a un profil quand même créateur, moi j'aimerais bien qu'il ait un peu tous les ballons, voir ce que ça donne. Après c'est sûr que s'il tombe dans un contexte où il est off ball, il sera évidemment bon, tu vois? Je pense à Utah, tu vois? Il tombe dans un contexte comme ça pourrait être génial. Dans Indiana. l'offense Ou de Indiana, ça peut être pas Will mal ou aussi. Indiana, ouais, Ouais, carrément. Ah bah, c'est sûr qu'à côté d'un playmaker comme Haliburton où là, c'est un peu son défaut, ouais, Ce serait ce parfait, serait ouais. génial, surtout que tu as quand même la défense, tu vois, qui peut être là avec Peterson, donc ouais. et vous avez pas abandonné l'idée de le voir meneur? Pour vous, ça on peut encore avoir un développement meneur? J'ai cru comprendre quand il arrive en NCAA qu'il y avait un peu un doute. C'était plus un 2, mais on se disait: «Pourquoi pas un porteur de balle, primaire?» Vous avez laissé tomber là-dessus ou vous pensez que c'est J'ai encore envie possible? j'ai envie de dire, faut tester, en fait, hein. Des fois, tu as des explosions, tu t'y attends pas, hein. Si ça se trouve, le playmaking, il sera plus là en NBA, enfin, moi, c'est pour ça, j'aimerais quand même qu'il soit testé, tu vois? Qu'on s'enferme pas sur forcément ce qu'on voit. Une année NCAA, c'est court. En plus, comme on a dit, je sais pas, il y a ces polémiques de blessure, pas blessure. Enfin, on sent que c'est peut-être pas le vrai joueur totalement qu'on voit. Ça incite d'autant plus à faut le tester. Faut le mettre dans des positions où il doit initier, du jeu et qu'on voit ce que ça donne. Toi, Paul, là-dessus? Bah, porteur de balle, ouais, meneur, pour moi, ce sera pas un meneur à la Haliburton, à la Garland, à la LeBron, quoi. Ce sera plus un 1er porteur de balle potentiellement, tu vois, à la Devin Booker, à la Shai un peu parce que scoring first, mais ce sera plus un passeur fonctionnel qu'un pass first. OK. Voilà. Et pour la défense, moi, je suis quand même moins haut que Matt. Je me fais pas trop de soucis sur le fait qu'il sera pas négatif parce que, quand il met de l'effort, il a de l'impact. Tu vois, il y a un match contre Iowa State qui est pour moi une des 2 meilleures équipes NCAA où il te fait, 2 beaux contres en aide, où tu dis: «OK, bon, c'est rassurant». Mais je trouve que dans la régularité, c'est pas suffisant. Que ce soit on ball, que ce soit off ball, que ce soit en transition. C'est un mec qui met clairement pas assez d'efforts. Après, encore une fois, voilà, ça veut tout et rien dire. En NBA, il en fera peut-être beaucoup plus. Ce sera pas la star, tout de suite, ce sera pas une superstar tout de suite, donc forcément il fera, je pense plus d'efforts en NBA. Mais je suis pas hyper fan de sa défense, moi. Mais sur ce que vous dites, il y a un enfin, j'ai bien compris qu'il y a un truc un peu sur son temps de jeu, joue pas, mais est-ce que quand il joue, il y a des problèmes d'intensité? Ou, par contre, quand il joue, quand il est sur le terrain, il est là et il est à fond? J'arrive pas trop à capter ça. Non, moi je dirais pas il y a une des fois, il y en a, ils disent le body language est pas terrible. Après ça, pour interpréter ça, j'aime pas trop faire ce genre de truc, mais non, non, moi je dirais pas ça, c'est plus son utilisation, en fait. Ou comme j'ai dit, on aimerait le voir plus on ball, en fait. Il est beaucoup trop Moi je trouve qu'il est beaucoup trop utilisé D'accord. off ball, même s'il est très bon là-dedans. Moi, c'est un peu le problème que j'ai où, il y a plein de possessions en fait où il est un peu dans le corner, tu vois? Où des fois, des fois il y aura un système off ball appelé pour lui, mais tu as envie de dire, bon là, au lieu que ce soit, je sais plus comment il s'appelle, il y a un joueur qui crée pas mal à Kansas, moi j'aimerais que ce soit Melvin Peterson, tu vois? Townsend. J'aimerais qu'on en voit plus. Ouais, voilà, Ouais. c'est ça. Au lieu que ce soit lui, j'aimerais que ce soit Peterson, tu vois? Qui a un peu plus le ballon entre les mains. Ouais, moi j'ai pas trop de doute sur le fait que ce soit un gros compétiteur, mais notamment, tu vois, parce que quand tu arrives dans le clutch, tu es quand même très safe si tu lui donnes des tiers, si tu lui donnes la balle en main. Tu sais que le rendement, il va te le rendre. Heu, mais j'ai des doutes sur, le mental un peu général de, la volonté d'être un leader sur le terrain,
d'assumer balle en main, tu vois, quand sur drive, comme on n'a pas arrêté de le dire. J'ai plus des doutes sur ça, mais j'ai pas de doute sur le fait que ce soit un gros compétiteur. On avait 2 gros scoreurs là dans l'avant, saison NCAA qui étaient cotés très haut, c'était Dibonsa et Peterson. Après, quelques mois de saison NCAA, est-ce qu'il y en a un des 2 pour vous qui se détache clairement? C'est un peu aussi les 2 hein, quand même qui sont en tête de liste avec Cameron Boozer, mais pour le top 2, top 3 de draft, sur ces profils de scoreurs un peu plus poste 2-3. Est-ce que Matt, toi, tu en as un qui se dé est-ce que toi, après 4 mois de Peterson, c'est clairement Peterson ou est-ce que tu as encore un doute entre Dibonsa et Peterson? Non, je trouve que c'est pas clair à me dire c'est sur numéro 1. Dibonsa, faut que j'en vois plus encore. C'est pas le prospect que j'ai encore le plus vu. Il fait une belle saison, hein. Heu, Bah, en fait, c'est très irrégulier, du peu que j'ai vu. Par contre, c'est vrai que tu as des flashs qui sont assez impressionnants. Des fois de drive où c'est assez fou parce il est très, très grand, hein. Fait, il a annoncé 6'9", mais j'ai pas trop de doute sur cette information parce que vraiment il a des jambes immenses. Après voilà, c'est plus le handle, la sélection de tir des fois qui pose un peu question, même le playmaking qui est pas mal, mais qui est pas non plus d'un très haut niveau. Mais ouais, je sais pas encore. Je sais Mmh. pas pour l'instant, c'est pour ça que je les mets dans le même tiers, mais je sais pas qui je prendrais vraiment, j'ai un peu plus quand même confiance sur certains trucs. Enfin le scoring, je pense, j'ai plus confiance quand même en Peterson, mais faut que je vois plus de d'Ibanza pour vraiment me décider. Toi, Paul, tu en as un des 2 qui s'est dégagé clairement? Ah, pour moi, ouais, sur la saison NCAA, Dibonza, je dirais pas qu'il se détache clairement, mais en tout cas, sa saison est clairement meilleure. On parle d'un mec, tu vois, sur les 10 derniers matchs, putain, il a 30 points par match, 7 rebonds, 4 passes. Il a 43 à 3 points quand même sur 5 tentatives. Il va 9 fois sur la ligne, il prend 20 tirs. Enfin, il y a une saison au volume qui est quand même exceptionnelle, qu'on a rarement vu dans l'histoire de la NCAA et en plus, même si, ouais, il y a des matchs où il passe à côté, mais il y a les matchs où il passe pas à côté, c'est quand même, violent, quoi, ce qu'il envoie. Mmh. Donc, il fait une saison exceptionnelle pour un freshman. Donc pour moi, il se détache, mais encore une fois, à la sortie du lycée, c'était quand même plus Peterson qui était évident devant, Dibonza. Parce que justement, il y avait quand même une sélection de tirs avec Dibonza qui posait, souci. Et de l'investissement en défense aussi Mmh. et un playmaking qui est pas fou, mais sur ce qu'il produit là, je trouve que Dibonza, c'est n'importe quoi. Est-ce qu'on a fait le tour, messieurs, sur Peterson? Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais, Ouais. on est tout bon. Et ben, Matt, grande surprise, on te charrie un peu, enfin c'est bon esprit. Grande surprise, pas de grand, pas de protecteur de cercle dans les 3 joueurs que tu nous présentes. Là, on va aller plutôt vers la fin du 1er tour, je pense. Enfin, tu nous diras où il est dans ton power ranking, pour le coup. Mais on va parler, d'un sophomore qui a un poil plus d'expérience, un meneur de jeu un peu petit, qui joue à Texas Tech, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. C'est Christian Anderson, qui doit être mesuré à 1,90 m pour le coup, lui, il est quand même pas très grand, 88 Mmh. à 90 je pense. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du sophomore, du meneur sophomore de Texas Tech? Ouais, il a annoncé je crois 6-3, mais moi j'y crois pas. Alors là, pour le coup, j'y crois pas du tout à cette info. J'ai vraiment l'impression qu'il est très petit, moi. C'est un peu le truc qui me fait peur, dans son profil. Il fait vraiment, vraiment pas très grand. Mais c'est un joueur que j'aime bien, quand même, malgré tout. Tu vois, il a pas mal de limites, mais vraiment, j'aime beaucoup. J'ai envie de dire, sa qualité première, c'est son shoot, hein. Vraiment un très, très gros pull-up shooter. Vraiment, pareil, lui, il a une range assez incroyable. Euh, Pas mal de shoots en sortie de dribble, lui, pour le coup. Même aussi des fois en isolation, tu vois, je me souviens d'un match contre Duke où il fait vraiment un énorme match au shot making. Joueur qui crée sur pick and roll, tu vois, joue énormément, énormément de pick and roll avec Texas Tech, pardon. Mais après, tu vois, c'est le joueur qui a vraiment des limites sur les couvertures. C'est-à-dire, s'il est face à du drop, bah, il va s'en sortir. En plus, j'aime bien parce qu'il a quand même des moves un peu de décélération, de mettre son défenseur en prison, tu sais, de le bloquer dans son dos, des trucs comme ça. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais par contre, dès qu'il a affaire à du switch ou à du edge, tu sens vraiment les limites, quoi. Déjà, bah, comme j'ai dit, il est petit Mmh. et pour passer par-dessus, c'est typiquement le joueur, tu vois, s'il est face à du edge ou à des prises à 2, bah, il y a un match contre Houston où, Houston, ils font énormément de blitz. Bah, il a galéré tout le match parce qu'en fait, à chaque fois, il est obligé de faire 2-3 dribbles de recul, ressortir un autre joueur. Enfin, ça casse un peu tout le flow du jeu. Donc c'est vrai qu'il y a
il y a des limites de création très clairement, ce sera pas un créateur principal ni même un second porteur de balle. Mais le passing, tu vois, dès qu'il a affaire à des couvertures de drop ou qu'il arrive à s'infiltrer dans la raquette, bah, moi j'aime bien parce que voilà, il y a du passing cool, que ce soit des drop off pass, même des fois du playmaking il joue avec JT Toppin où il fait un peu souvent des pocket passes, des trucs comme ça, donc des passes simples. Mais voilà, passeur, un gros passeur, c'est plutôt un meneur pass first, hein. Il a un gros volume d'assists par rapport à son usage. Mais on va dire, ouais, playmaking qui est cool, qui est pas élite. Le drive, quand il arrive un peu à aller dans la raquette, il arrive à prendre les bonnes décisions, mais vraiment des limites en termes en termes, tu vois, de descendre son centre de gravité. Il a pas non plus une explosivité horizontale pour aller au cercle encore et encore. Donc c'est vraiment, il a des limites là-dessus. Par contre, le shoot est vraiment très très bon. J'ai aucun mal non plus. On ne le voit pas tellement off-ball, mais parce que c'est le rôle qu'il a à Texas Tech où il porte énormément la balle. Mais j'ai aucun problème à le voir en NBA, tu vois, jouer off-ball, prendre des catch and shoot, même je pense des shoots en sortie d'écran, des trucs comme ça, je suis sûr ça pourra se transposer parce que je crois il a plus de 3 points non assistés qu'assistés, hein, il me semble, hein. Donc c'est pour dire vraiment le shot making qui est assez incroyable. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour, mais je pense, tu vois, si en NBA, ce sera plus, à mon avis, un joueur qui sera un connecteur qu'un vrai porteur de balle. Ouais, parce que moi, sur ce que j'ai effectivement eu l'impression que ce qui était cool, c'était son jeu sans ballon, et off the catch qui complétait bien. Une création, enfin, on voit que c'est un bon passeur. Comme tu dis, on sent que le premier pas, il est pas incroyable et puis, j'ai eu l'impression que sur son dribble, tu sais, il perd vite le dribble de face. Il se met vite de 3/4, pour Ouais. protéger le ballon. Il a du mal à rester de face, ce qui peut être un vrai souci. Mais par contre, le jeu off the catch et sans ballon a l'air cool. Toi, Paul, t'en penses quoi de Christian Andersen? Je suis assez d'accord avec tout ce qu'a dit Matt. Hem, le truc avec Christian Anderson, c'est qu'il joue avec JT Toppin, qui est un des meilleurs joueurs du pays, qui produit énormément, sur un poste 4-5 un peu, hem et qui s'est fait les croisés dernièrement, il y a une semaine à peu près, je crois. Et jusqu'à maintenant, je me disais: «OK, il produit beaucoup, mais il produit grâce à son shoot qui est vraiment ouf». C'est un des 3 meilleurs shooters, safe de la draft, catch and shoot, pull up et cetera. Mais il stat pad un peu à la passe, mais est-ce que c'est parce qu'il est si bon passeur? Parce qu'en fait, quand tu as Toppin, ils font beaucoup de pick and roll, du pick and pop. Il lui passe la balle sur post-up et c'est Toppin qui va finir avec un flotteur main gauche. Donc tu te dis: «OK, il produit, mais est-ce qu'il est vraiment si fort que ça?» Et donc là, du coup, ça va être intéressant parce que JT Toppin, il est blessé, donc on va encore voir des matchs de Texas Tech et on va voir ce qu'il donne vraiment. Et là, sur les derniers matchs, il y a eu 2 matchs où en fait, Toppin, il était pas là et on l'a vu beaucoup plus produire au scoring à 2 points. Le handle est très rassurant sur ces matchs-là pour sa capacité à aller au cercle. Bon, même si les équipes défendaient pas trop, mais j'ai l'impression qu'il a quand même rassuré là-dessus sur les 2 derniers matchs. Alors que ouais, de base, c'était pas très rassurant parce que le volume au scoring, en fait, on le voyait pas. Beaucoup trop de limites athlétiques et de taille pour aller au cercle ou même pour avoir, tu vois, un flotteur ou un petit jeu à mi-distance. Donc j'aime bien la compa entre, j'ai l'impression qu'en NBA, ça peut être un joueur entre Colin Gillespie, tu vois, aux Suns dans son Mmh. rôle et Andrew Nembhard, aux Pacers avec un peu plus de volume potentiel. Mais voilà, après en défense, moi je trouve que les efforts, il y a des bonnes séquences, il fait plutôt pas mal les efforts, mais il est trop limité quoi, que ce soit Mmh. physiquement, athlétiquement, il sera visé dans des, hautes sphères de playoff, il sera visé quoi. Moi, je m'étais noté, ouais, Andrew Nembhard en comparaison. Il y a un autre joueur, pour moi avec qui la comparaison, pouvait se faire et je trouve qu'elle est intéressante notamment, là je gagne du temps parce que j'ai un trou de mémoire terrible. Avec, Red Shepard, excusez-moi. Que la Ouais. comparaison pouvait se faire notamment pour la partie défensive parce que on se rend compte que Red Shepard, pour le coup, il survit un peu en défense avec un gros playmaking défensif, mais on voit bien que la taille est beaucoup trop gênante. Est-ce que chez Anderson, on a aussi un peu de playmaking défensif? Parce qu'en fait, on se rend compte que ces profils-là, ils sont vraiment trop limités et quand bien même ils sont bons dans l'effort, en fait, tu as l'impression que le seul moyen de les cacher un peu, c'est du playmaking défensif, sinon ils vont se faire cibler tout le temps. Est-ce que Matt, il y a un peu de ça avec lui ou non, on n'est pas non plus Non, là-dessus, quoi? Ouais. non, pas tellement. Non, pas tellement. Après, j'ai pas scouté Rick Shepard, j'ai quand même l'impression qu'il y a plus de capacité quand même défensive que Shepard.
OK. Tu vois, si on en ouais, moi, je trouve en fait, c'est un joueur qui est bon dans les rotations, les trucs comme ça, mais comme a dit Paul, moi, c'est le problème que j'ai, c'est il est trop petit, quoi. Il se fait trop petit, trop frêle et il y a des fois, en fait, il reste en face, mais il se fait enfoncer, tu vois? Donc peut pas faire grand chose. Donc en NBA, j'ai très, très peur, ouais, qu'il se fasse cibler, mais en soi, tu vois, en soi, c'est pas un mauvais défenseur en termes de comprendre les rotations, même faire les efforts. J'ai envie de dire, il les fait, en fait. Il les fait, il est là, tu sens que dans les schémas défensifs, il est impliqué et cetera, mais il a des limites, quoi. Il a des limites de taille et de force et de trucs comme ça, ce qui fait que, bah, des gens NCAA, tu les vois, donc c'est vrai qu'en NBA, ça fait un peu peur. Je pense qu'il faudrait qu'ils prennent un peu, ouais, un peu de kilos. Je sais pas s'il peut encore des fois, tu as des joueurs qui grandissent un petit peu avant leur arrivée en NBA. C'est vrai que lui, ce serait cool parce que vraiment, il fait quand même petit et bon, c'est Il a un des peu grands ça. bras quand même. Ouais, je trouve pas tant que ça, Ah ouais? moi. C'est toujours Ouais, dur je à trouve dire, hein. pas Les t bras, tu moi, l'impression je que tant trouve qu'on qu'il n'a pas les est mesures officielles, ouais, c'est toujours dur, mais ouais. je trouve qu'il fait quand même petit, moi, hein. Donc c'est vrai que c'est le truc qui fait peur. Tu te dis en NCAA, il se fait déjà un peu cibler, on ball. En NBA, ça ouais, ça risque d'être plus compliqué, quoi, forcément. Et puis là, vraiment, tu sais, le truc des porteurs de balles, centre de gravité haut, long bras, sur le dribble, tu sais, le dribble pas hyper explosif, Ouais. mais après effectivement le tir est assez cool. On se fait le même jeu que ce qu'on a fait, avant. Vous nous avez expliqué un petit peu comment il est utilisé à Texas Tech, oh là là, terrible, à Texas Tech. Celle-ci, il faut la sortir. Mais donc un peu de jeu, enfin pas mal de jeu handball. Ce que Paul, tu nous disais là, c'est qu'il a récupéré pas mal de création pour lui et de volume depuis la blessure de Topin. Matt, tu nous disais que mine de rien, il y avait quand même pas mal d'utilisation off de catch aussi. Dans quel contexte vous le verriez bien? Lui, on est d'accord Matt, on est sur un fin de premier tour ou je me trompe? On est peut-être plus haut? Moi, je l'ai allé, ouais, milieu, 15-20e place, OK, un truc d'accord, comme quand même ça. plus haut quoi. OK. Ouais, moi je l'ai Moi, 15-20 je aussi. 15-20 aussi, ouais. OK, d'accord. Et alors du coup, sur l'utilisation, ce que vous aimeriez bien voir, quel type d'équipe, ce serait quoi le contexte Bah un peu idéal pour lui? bah, pour le coup, c'est le genre de joueur où, si tu manques de création un peu, de volume en scoring en sortie de banc, c'est parfait. Là, je me fais la liste, des équipes qui vont drafter entre, 12 et 24. Ah, il irait bien dans beaucoup d'équipes. Atlanta, ils ont perdu Trae, s'ils prennent un forward, s'ils prennent un Boozer ou un Dibonza, tu vois, ce serait super, Christian Anderson. Lui, il a du shoot, hein, contrairement à Daniels, qui shoot à -20% à 3 points. Heu, Tu vois, Memphis, même si c'est un nouveau projet, c'est toujours intéressant. Golden State, bon, Miami, ils ont pris Kasparas, à la dernière draft, donc je sais pas s'ils voudront faire le pari, mais Toronto, les Lakers, tu vois, pour moi, dans toutes ces équipes, il irait bien, quoi. Même Portland, donc peu importe l'équipe, en fait. Alors ouais, je pense pas qu'il sera titulaire sur les premières années, mais si tu lui donnes un peu les clés du camion, en sortie de banc, pas forcément avec un énorme volume, mais tu vois, pour créer un peu pour les autres, pour, balancer ses 3 points qu'il va forcément mettre, je vois pas où est-ce que ce serait un problème. Après, si tu es très ambitieux et que tu as envie de faire les playoffs, c'est sûr que tu pas envie tu as envie d'être, d'aller loin en playoffs. Genre tu les Spurs, je suis pas sûr que tu as envie de te mettre tout de suite sur Christian Anderson, mais ou OKC, tu vois, qui en plus ils ont pris McCain, mais il y a énormément d'équipes à qui il ferait beaucoup de bien en sortie de banc, quoi. Toi Matt, c'était un peu pareil ou tu Oui, 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 non, le mieux, c'est un de toute façon, je pense que ce sera une équipe compétitive vu la place à la draft, mais ouais, dans un rôle de connecteur, tu vois? Moi, je le vois bien là-dedans. Je suis d'accord, il sera pas titulaire en NBA. Le problème, en fait, c'est ce qui aurait été cool avec ce profil-là, c'est qu'ils sont un peu plus grands et meilleurs en défense et là, OK, tout de suite, ça te fait encore plus acheter le profil et là, il c'est aurait pas rien. pu bah, C'est pas ouais. rien. Mais le problème, Ouais, c'est ça, en fait. Moi, ouais. j'aime beaucoup ce joueur, mais bon, j'ai toujours ce problème. Je me dis: «Ouais, mais le problème, c'est il faut quand même la défense un minimum, quoi». Si tu veux être titulaire en NBA et que t'es pas un créateur, si t'as pas la défense, c'est compliqué, mais je pense qu'il aura un rôle quand même, en sortie de banc dans un premier temps. Après, peut-être que si ça se trouve, on aura un truc inattendu et il sera mieux qu'espéré et il sera peut-être titulaire, on sait pas. J'aime bien la comparaison Gillespie, ouais. Je vois un peu de ça, même si Gillespie, j'aime beaucoup sa défense. Donc, ce sera à voir pour Anderson, mais ce sera un peu ce rôle-là, tu vois? Shooter à 3 points et du connecting. Pas de risque avec Anderson d'avoir ce genre de profil où c'est un peu tout ou rien? C'est-à-dire soit on a un volume qui explose et ça devient un titulaire NBA, soit, les équipes elles voudront pas l'avoir dans son roster parce que le compromis est trop fort. Matt, tu penses pas qu'il y a un peu ce risque-là quand même? Bah,
qui Je pourrait pense quand d'ailleurs faire même. descendre à la draft, hein. Bah, au pire, moi je le vois pas aller, il sera il se si c'est pas 15-20, il sera fin de premier tour, mais une équipe ira dessus parce que quand même, connecteur, shoot, tu vois, il y a trop de qualité pour passer à côté, je trouve. Tu vois, on citait un peu les contextes, il fit dans tellement de contextes qu'il y a forcément une équipe qui va y aller. Ouais, pour moi, c'est OK. un peu l'inverse aussi. C'est genre plafond bas, mais plancher plutôt safe à bonne échelle. C'est pas un joueur, c'est soit c'est une superstar, soit rien, tu vois? Le range est OK. beaucoup plus limité que d'autres Ouais, gars. je suis d'accord. OK, très bien. Pas de souci dans ce cas, je note, cette dimension, donc la défense vous fait pas peur non plus au point de vous dire, possiblement si le volume est pas trop haut, il peut pas jouer, quoi. Peut-être on peut se faire un tout petit jeu avant d'aller sur les 3 bonus de maths. Je vais essayer de me rappeler parce que je l'avais pas prévu avant, les joueurs de Paul de la semaine dernière, mais on se fait un petit tu préfères rapide entre les joueurs de Paul et les joueurs de maths pour voir un petit peu ce que vous préférez. Vous préférez Darren Peterson ou Cameron Boozer? Peterson. Paul, Visuellement, Peterson, en mode de draft. manière générale, c'est dur. J'ai tellement pas envie d'enterrer Peterson, mais allez, Boozer, tu sais quoi? Boozer. Ah, Matt, je pense que jamais de la vie il prendra Boozer, hein. Celui-là, il est intéressant. Michael Brown ou Darius Akef? Ah, Michael Brown. Ouais, Michael Brown. Michael Brown Pourtant, aussi, j'adore Acuff, hein. bah, c'est parce que j'ai compris la semaine dernière. Rappelle-moi, Paul, c'était qui ton troisième la semaine dernière? J'ai un trou de mémoire. Ah merde, putain. Je Wagler. Ah oui, Keaton Wagler, effectivement. Ouais, je Keaton l'aime Ouais. Wagler beaucoup en ou plus. Je Christian l'aime Anderson. beaucoup, Bon, là, ouais. je pense que ça va être vite réglé, mais Ouais, Wagler. J'aime OK, beaucoup, ce Wagler joueur. aussi, ouais. OK, OK. Matt, on se fait tes 2 petits bonus là. Tu avais 2 joueurs Oui, complémentaires, mais c'est juste toi qui vas nous en parler un petit peu rapidement. On peut peut-être commencer par le premier qui joue à Kansas avec Peterson, qui est un ouais, pivot pas si grand, enfin grand, mais pas non plus oui. immense. Flory Bidonga, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Ouais, Flory Bidunga, pivot effectivement qui est pas très grand, je crois il est annoncé à 6'9", 6'10". Pareil, encore une fois, faut se méfier, attendre au combine, mais c'est vrai que quand on voit sur le film, il m'a pas l'air immense. Par contre, vraiment des vraies qualités athlétiques, hein, de verticalité, il a un second saut qui est assez impressionnant. Moi je Pareil, ça m'a impressionné sur les premiers matchs, je fais: «Ah oui quand même», genre, tu vois, il fait un premier saut puis il redécolle, sans plier les jambes, c'est assez impressionnant. Moi joueur que j'aime beaucoup, hein. C'est plus qu'un rim runner, tu vois? Parce qu'il a des qualités, bah, de rim runner, hein, avec son explosivité verticale, mais il y a un peu de passing. Alors pas comme, je pense que, Jasper va le présenter, Ngongba, le pivot de Duke, mais qui a vraiment des vraies qualités de passing. On n'est peut-être pas à ce niveau-là, mais franchement, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Il y a 2-3 passes, qui sont sympas, tu vois? C'est pas juste, il sait rien faire avec la balle quand il est en situation de short roll. Il sait faire les quelques bonnes lectures, puis ce que j'aime bien, c'est aussi il y a un petit toucher près du cercle sans rien de fou non plus, mais tu vois, c'est pareil, il va recevoir le ballon avant le panier, bah, il a un petit push shot, tu vois, qu'il arrive à bien rentrer donc en attaque, c'est des trucs que je trouve positifs, mais non, moi, le truc que j'aime bien, c'est la défense que je trouve vraiment, bah, bonne, quoi, hein. Je trouve que c'est un bon protecteur de cercle, hein, pour sa taille et puis surtout, il switch, en fait. C'est vraiment un pivot de switch, hein, il est beaucoup utilisé comme ça, hein, à J'allais dire, Kansas. il y a marqué Toronto Raptors sur son front. Ah, j'espère pas quand même, hein. J'espère qu'il tombera ailleurs. Mais non, ouais, c'est un pivot de switch, puis qui arrive à bien tenir le switch. Il est aussi utilisé, on le voit pas trop en drop, hein. Il est vraiment beaucoup utilisé en switch, c'est un peu en edge, des fois sur les fins de match quand tu sais, quand ça, ils sont un peu en retard au score, mais moi j'aime bien parce qu'il a une bonne mobilité, puis il a une bonne protection de cercle aussi, hein. C'est un peu le combo des 2, je trouve, c'est, switch, protection de cercle qui est peut-être pas ultra élite, mais bah, moi que je trouve très bonne quand même, tu vois, hein. Peut-être le défaut qu'il a, c'est il recherche un peu trop le contre. Tu vois, des fois, tu sens que le gars, il a envie de faire l'action spectaculaire, mais ça, tu vois, c'est pas un truc qui m'inquiète, c'est des fois les défauts qu'ont certains jeunes. Mais en tout cas, moi, j'aime bien tout ce combo de switch, protection de cercle et puis en attaque qui est un peu plus que du rim runner. Et pas de shoot.
Pourtant le Non, fait par quand même, contre, c'est ouais, le il joue défaut, pas de shoot. il y a vraiment il y a pas de shoot. Non, pas de shoot à 3 points, ni même à mi-distance. Je crois qu'au lancer, il doit être à 66, quelque chose comme ça, donc non, non, il y a pas de shoot, mais j'ai envie de dire, c'est pas si grave vu les qualités athlétiques, qu'il a. Paul, tu aimes bien aussi, Flory Bidunga? J'aimais déjà l'année dernière et j'aime, toujours, cette année. Je comprends pas pourquoi il a pas plus de hype. Ouais, je Les suis gens le d'accord. considèrent vraiment pas. Je comprends pas pourquoi. On parle d'un mec qui a quand même 10 de block percentage en NCAA, donc c'est pas rien. En plus, il fait peu de fautes. Le seul truc, c'est que, ouais, le niveau supérieur, ça risque d'être un peu compliqué. On le voit galérer un peu au scoring dernièrement sur les derniers matchs. Il affronte de meilleures équipes parce qu'il est peut-être un peu petit et même si je trouve il est sous-coté sur sa capacité, tu vois, à se créer son tir au cercle sur des petites séquences où il est servi au poste et il va au cercle par le dribble et tout. Il y a un moment où, ouais, les qualités, athlétiques, OK, mais les qualités physiques, est-ce qu'elles seront là? La taille, pas sûr qu'elle soit là, donc des doutes quand même sur sa capacité à vraiment, monter d'un cran quand le niveau le demande, mais j'aime beaucoup le joueur, ouais. Vous le prenez devant Sénac, par exemple, dans si jamais vous devez choisir Ouais. demain? Oh oui, Ah Parce ouais, qu'il est ouais. largement. souvent derrière, hein. Il est souvent derrière quand même, pour le coup, dans les mock Mais drafts. moi, je vais même le dire, je le préfère à Ngongba, hein. Je le trouve plus fonctionnel en défense, même si Ngongba, j'aime beaucoup l'attaque et le passing, mais le problème de Ngongba, c'est que moi, je suis pas ultra chaud sur sa défense qui est bien, mais je le trouve beaucoup plus limité. Il est pas autant mobile. Bidunga, moi, je suis un peu pareil. Je comprends pas trop pourquoi il est pas aussi haut sur beaucoup de boards que je vois. Moi, je l'ai mis dans mon tier 3, par exemple. Si OK. tu l'as sur quel range, Matt? Bah, comme Genre Anderson, hein, vers, 15e, un truc comme ça, hein, 15-20. OK, ouais. et sur ton dernier joueur dont tu voulais nous parler, c'est là encore un sophomore, si je dis pas de bêtises. Oui, Il joue d'ailleurs à Duke. avec Ngonga, c'est, Isaiah Evans. C'est un ailier fort, pas très grand d'ailleurs, hein, Non, j'ai ouais, c'est l'impression. arrière ailier, on va dire. Arrière ailier, ouais, Ouais, de Duke. Est-ce que tu peux, nous présenter un peu le profil? ouais, c'est il Plutôt fait annoncé, de peut-être juste pour dire, plutôt annoncé début de 2e tour, fin 1er tour, on est plutôt là-dessus sur la range, on est d'accord? ouais, c'est ce que oui, dans pas mal de boards, il est ouais, ouais, il est annoncé. Ah, moi, j'avoue que je pense que je suis un peu plus chaud que la moyenne sur lui. Mais ouais, il fait 6'6". Bah, il est annoncé, je pense, c'est à peu près sa taille, hein, en vrai, il est pas grand sans être non plus immense, tu vois? Mais bah, c'est shoot, hein, vraiment, qualité de shoot en sortie d'écran, moi j'aime beaucoup. Même si il est un peu en panne d'adresse, je crois il est à 35, mais tu sens vraiment la qualité de shooter. Ça après, j'ai envie de dire le pourcentage, je me fie pas forcément à ça, plutôt le comment il prend ses tirs et cetera que j'aime bien regarder. Mais non, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a pas que ça non plus, il y a aussi du drive au cercle, tu sais? Bah, alors c'est pas du drive, de création, hein. On est vraiment sur du drive, tu sais, les, off the catch, les trucs comme ça. Mais des fois, il y a un petit peu de drive quand même un peu plus que du drive off the catch. Donc, tu vois, des fois, il ressent la balle, même s'il y a un petit décalage de créer, bah, va pas forcément prendre le shoot, il va aller driver au cercle, hein. Un peu, un peu à la Trey Murphy, tu vois, j'ai envie de dire, Mmh. il est plus petit, mais c'est un peu ce profil-là, tu vois. Donc vraiment un cocktail sympa entre attaque de cercle et shoot à 3 points, mais pas que du spot-up. C'est vraiment un joueur qui peut shooter en sortie d'écran. Et puis moi, j'aime bien la défense, globalement. Pas défense non plus d'élite, mais tu vois, en fait, il est très fin. Il est long et fin, donc en fait, dans la navigation d'écran, bah, c'est pratique, tu vois. J'aime bien, il arrive bien à se faufiler, tu vois, à se faire très petit dans les écrans, donc il arrive bien à passer par-dessus, les naviguer. Donc ça, c'est vraiment cool. Il y a aussi des fois, il y a 2-3 flashs de contre, tu vois, où il fait les rotations. Puis bon, faut dire que globalement, il est dans un Duke, c'est quand même une très, très bonne Machine de guerre, défense. ouais. Mmh. Mais lui, tu vois, il est bon là-dedans, tu vois? Donc je pense que ça peut être vraiment le profil, un peu de connecting, sans dire qu'il est très bon, dans la passe, mais il y a un peu de les passes simples, il sait les faire, mais tu vois, shoot à 3 points, un peu de connecting et puis de la défense. Donc toi, c'est un joueur qui aura forcément, je pense, un rôle en NBA, même pourquoi pas, tu vois, un jour être titulaire, dans une équipe parce qu'au moins, bah, tu as un peu la taille, la défense et puis tout le reste quoi, hein, drive off the catch et shoot à 3 points. Et s'il est pas plus haut dans les mocks, c'est parce que la draft est très talentueuse ou qu'est-ce qui explique qu'il soit pas plus haut? Ouais, il y a peut-être de ça. Moi, c'est vrai que moi, je pense que je l'ai un peu plus haut. Moi, je le sortirais pas du premier tour, tu vois? OK, OK, tu resterais là-dessus. Tu en penses quoi toi, Paul, pour le coup de Evans?
Ouais, juste pour répondre à ta question, en fait, vu que c'est un prospect de Duke, tu sais, c'est toujours compliqué à juger, quoi. Les OK. mecs, ils jouent soit avec Cooper Flag, soit avec Cam Boozer. Tu vois, Con Knuckle, la plupart des gens étaient pas si haut que ça, en fait, sur lui, et tu te rends compte qu'il fait une des meilleures saisons rookie all time pour un guard, quoi. Donc c'est toujours compliqué à juger et c'est pareil, je trouve qu'il est bon, il est pas, moi, tu vois, je l'ai pas top 20, mais parce que c'est une grosse draft aussi. Mais je pense qu'il a un profil assez safe en NBA sur son poste, sur un poste 2 Mmh. quoi. J'aime bien la compa Donte DiVincenzo. Dire le shoot safe, il sera clairement pas négatif en défense. Je pense qu'il peut être positif dans le bon contexte. Mais je vois pas d'autres choses quoi, tu vois? Genre, le playmaking, le scoring à 2 points, il y a des qualités athlétiques, mais en NBA, ce sera quand même beaucoup plus compliqué. Donc, Ouais, c'est pas un profil de avion de role chasse player, non plus, quoi. quoi? Je t'ai pas C'est pas un entendu. avion de chasse non plus, quoi. Il projette pas en contre-attaque de fou, il a pas ces trucs-là, quoi. Non, non, je trouve pas. OK. Mais role player safe, tu vois, en sortie de banc sur un poste Mmh. 2. Donc, pari intéressant. Beh, OK. Bah, écoutez messieurs, je crois qu'on a fait un bon tour là sur nos différents joueurs. Matt, est-ce que tu te sens safe? Est-ce que tu as pu présenter tes 5 joueurs? Est-ce qu'on est bueno? Est-ce que, tu avais peut-être un dernier petit extra dont tu aurais bien aimé parler, sans nous faire toute la présentation? Mais qui est un espèce de, tu vois, de chouchou secret, de la liste, tu vois, que tu avais en ressort? En vrai, je pense que Jasper va le présenter, mais à la base, j'étais parti sur Flemings que j'aimais bien, que j'aime pas mal. Et c'est vrai que j'ai un petit peu des doutes dernièrement sur certains trucs. En gros, c'est un meneur qui a un peu à une vitesse, tu sais, drive à une vitesse, Mmh. qui a un playmaking sympa, mais c'est un peu la finition au cercle et aller sur la ligne des lancers francs qui m'inquiète. Il a un free throw rate qui est assez bas et la finition au cercle, des fois, me pose question. Donc, ouais, c'est un joueur que j'aime bien, mais tu vois, que j'avais assez haut à un moment et que je me pose la question à pas le baisser un peu, au final. Je t'ai pas posé la question, au tout début, tu es d'accord toi avec Paul, ce qu'il nous disait la semaine dernière, on est sur une draft de très, très haut niveau. Toi tu es là-dessus aussi? Tu es sur une top draft? En fait, moi, je pense que je suis moins chaud sur les top 3 prospects là, Ouais. Peterson, Dibansa et Boozer. Je pense pas, tu vois, on a souvent le truc là qu'on entend dernièrement, ouais, si Flag avait été à cette draft, il serait 6e. On a entendu des takes comme ça. Moi, je le prends premier, er Flag, s'il est dans cette draft, hein. Pour moi, il serait encore le meilleur joueur, hein. Enfin, moi, je le prendrais en 1, en tout cas, assez facilement. Mmh. Mais par contre, je trouve que la draft est ultra profonde. Tu vois, par exemple, des Con et des VJ, je suis pas sûr qu'ils seraient 3 ou 4. Tu vois? Ils seraient, je pense, plus loin. Ouais, ce qui Parce joint un qu'elle peu ce que nous disait Paul la semaine dernière, pour le coup, ouais. Ouais. Il était un peu là-dessus aussi. Bah, écoutez messieurs, je vous propose qu'on clôture là-dessus. Je pense qu'on a fait un bon tour là sur nos différents joueurs. En tout cas, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions, ça peut être aussi l'occasion d'aller approfondir un petit peu les profils. Bon, vous avez compris, là, on commence à rentrer un peu dans la prospect season, Paul, on finit par avoir une prospect season, en fait, le temps passant, sur la chaîne. On avait fait pareil l'année dernière, pareil l'année d'avant. Mais on voit que c'est quelque chose qui a tendance à vous plaire et puis nous, on aime bien pouvoir, se renseigner un peu sur ces jeunes joueurs, d'autant plus que, là, on est sur la partie un peu plus faible là, de la NBA. Donc on continuera probablement de le faire et en tout cas, restez connectés. On trouvera rapidement de quoi parler. À plus! Salut. Salut.